Parlons des élections européennes qui se tiennent du 23 au 26 mai. Sur notre plateau, nous accueillons Monsieur Renan, grand reporter, ancien journaliste correspondant à Bruxelles, à Paris et à Genève du quotidien Guangming, La Clarté. Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous avez été journaliste dans plusieurs villes européennes. Alors, pouvez-vous nous faire un point tout d'abord sur le rôle joué par le Parlement européen, mais aussi ses relations avec deux autres organes très importants de l'UE, c'est-à-dire le Conseil européen et la Commission européenne? Le Conseil, la Commission et le Parlement européen sont les trois piliers principaux de l'Union européenne. Ils sont très importants. Ils sont tous de même importance en fait. Si on veut dire le Conseil européen qui représente les pays membres, les États, dans ce cas, on peut dire que le Parlement européen qui représente le peuple. Parce que les députés sont élus, sont sélectionnés par le peuple en direct, qui va commencer bientôt aujourd'hui. Au suffrage direct. Un suffrage en direct, tout à fait. Et en fait, la composition du Parlement européen est assez compliquée aussi, parce que la représentation des citoyens européens est assurée par dégagement proportionnel par un pourcentage, c'est-à-dire que soit un petit pays qui a un seuil de au minimum 6 députés par pays, soit un grand pays, mais vous ne pouvez pas dépasser un nombre non plus. Donc c'est-à-dire qu'un Maltais qui peut voter, par exemple, qui représente un député en Malte qui représente par exemple 76 000 habitants, tandis qu'en Allemagne, un député en Allemagne européenne qui représente peut-être 10 fois plus, 820 000 habitants, quelque chose comme ça. Et en France, c'est encore pire. Vous voyez, donc, comme l'Europe est composée par 28 pays, donc c'est assez compliqué. Pour organiser, c'est vraiment très compliqué. Mais comment l'équilibre est garanti dans ce cas-là? Donc déjà, il y a, d'après la traité Lisbonne, il y a le seuil de minimum 6 membres, 6 députés par pays, et il y a aussi dégagement proportionnel par les pays. Oui. Donc c'est ça qui est compliqué, qui n'est pas facile à comprendre. Merci. Et maintenant, on regarde un reportage pour savoir plus sur les élections prochainement. Des millions de personnes à travers l'Europe se rendront aux urnes cette semaine pour élire les membres du Parlement européen représentés par des dizaines de partis. Le parti Vox, parti d'extrême droite espagnol, a pris de l'importance après les élections régionales de décembre dernier. Et maintenant, l'on prévoit qu'il élira ses premiers représentants au Parlement européen. C'est une tendance qui se dessine en Europe. Les partis d'extrême droite bousculent la politique intérieure avec leur point de vue nationaliste et anti-immigration. Et maintenant, ils promettent de défier le statu quo de l'Europe lors des élections européennes. Dans le cas de l'Espagne, c'est le parti Vox, un nouveau venu sur la scène politique. Fondé en 2013, il a gagné en popularité après l'échec du référendum sur la dépendance de la Catalogne en 2017. Lors des élections générales d'avril, il est passé de 0 à 24 sièges au Parlement national. Vox rejette l'étiquette d'extrême droite et veut s'appeler un parti patriotique qui, selon Jorge Bussade, fait passer les intérêts des Espagnols au premier plan. Bruxelles a trop de pouvoir et l'a pris sans l'expliquer au peuple. Les Espagnols ne savent pas combien de pouvoir a Bruxelles. Les pays doivent avoir plus de liberté. Par exemple, Bruxelles veut les mêmes taxes partout en Europe. Nous pensons que l'Espagne devrait avoir le droit de décider de les réduire pour améliorer son économie. Ces sentiments que nous partageons avec d'autres citoyens se répandent dans d'autres pays. Le sentiment que Bruxelles veut imposer sa loi est en train de se répandre dans toute l'Europe. Alors, nous pensons pouvoir nouer des alliances pour arrêter un peu Bruxelles et réfléchir à l'avenir de l'Europe. L'immigration est au centre de la campagne que Vox mène pour les élections européennes. L'Espagne est le deuxième plus grand port d'entrée en Europe des migrants et des demandeurs d'asile après la Grèce, principalement des musulmans originaires de pays comme le Maroc. Notre politique est claire, tolérance zéro face à l'immigration illégale. Les immigrants doivent s'inscrire correctement et dans l'ordre, répondre aux exigences de l'emploi, s'il y a lieu, et être capables de s'adapter à l'Europe, de s'adapter à notre mode de vie. C'est la raison pour laquelle nous préférons les étrangers du Venezuela, de Cuba ou de l'Argentine car ils parlent espagnol et partagent notre culture par rapport à d'autres pays. La plupart des migrants n'essaient pas de s'adapter. Nous ne considérons pas le multiculturalisme comme quelque chose de bien.
Le modèle conçu à la fin crée des ghettos qui ne s'adaptent pas. La raison pour laquelle ils ont été si forts en Espagne est essentiellement la question catalane. Et ce n'est pas un problème pour une élection européenne. Ils peuvent utiliser le Parlement européen pour lutter contre le nationalisme catalan, mais ce n'est pas un sujet réel pour une élection européenne. Donc ils doivent créer cette atmosphère, ils doivent occuper cet espace occupé par d'autres partis d'extrême droite dans d'autres pays, et qui était vide en Espagne car c'était couvert par le Parti conservateur. Des milliers de personnes de tous les milieux et de tous les groupes d'âge ont assisté au rassemblement de Vox. Selon les sondages, Vox devrait recueillir environ 8% des suffrages, ce qui leur donnerait 5 sièges dans la Grande Assemblée européenne, qui compte 751 sièges. Et l'une des questions est de savoir quel degré d'influence Vox pourra-t-il exercer au niveau européen. Les leaders populistes européens de droite, tels que l'italien Matteo Salvini et la française Marine Le Pen, se sont réunis à Milan en vue des élections européennes dans le but de créer une alliance pan-européenne. Les partis présents partagent les principaux objectifs de restituer le pouvoir aux États membres de l'Union européenne, de freiner l'immigration et, comme ils disent, de défendre l'Europe contre l'islam radical. Jorge Bussade dit que Vox soutient de telles alliances futures, du moins en ce qui concerne l'immigration. Il ne s'agit ni de gouverner ni de diriger, mais plutôt d'influencer ensemble le reste des partis. Ils doivent comprendre que la question de l'immigration est vraiment importante et qu'elle est cachée. Les partis socialistes et populaires cachent la réalité de l'immigration, nous ne pouvons pas la cacher. Des attentats terroristes ont eu lieu en France, en Angleterre, en Belgique et en Espagne. Nous devons lutter contre l'islam extrémiste. Cristina Manzano a déclaré que des questions telles que l'immigration et l'islam n'étaient pas vraiment présentes dans le débat espagnol, mais Vox les utilise pour construire une approche plus européenne de son programme. S'ils veulent avoir une voix en Europe, ils auront besoin d'alliances et devront trouver des problèmes communs, car lutter contre les indépendantistes catalans ne suffit pas pour qu'un petit parti ait une raison d'être au Parlement européen. Peut-être pendant un certain moment, mais cela s'estompera. Je pense qu'ils s'aligneront sur d'autres partis. Ils chercheront ces questions. Il est clair que l'immigration en fait partie, mais il y en aura d'autres comme la lutte de l'espace Schengen, les frontières et la souveraineté partagée des institutions européennes. Tout cela pourra clairement se trouver dans leur ordre du jour. Les analystes s'attendent à ce que les partis d'extrême droite obtiennent environ 20% des voix aux élections européennes. Et comme la politique européenne est traditionnellement dominée par les partis de centre-droit et de centre-gauche, la montée de partis comme Vox n'est pas passée inaperçue à Bruxelles. Et nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur, les plus de 400 millions d'électeurs de tous les pays de l'Europe éliront un nouveau Parlement européen du 23 au 26 mai. Même le Royaume-Uni se prépare à voter tout en se préparant à quitter le bloc des 28 membres. Alors, comment donnez-vous un vote dans 28 pays différents en même temps et comment tout cela fonctionne? C'est quand même l'élection le plus important après l'électif en Inde, qui vient de terminer d'ailleurs, parce qu'il y a quand même plus de, comme vous dites, plus de 400 millions d'habitants qui participent normalement. Et surtout, c'est transnationaux, c'est 28 pays en même temps. Donc les électeurs votent non seulement leurs députés, mais aussi leurs politiques. C'est-à-dire que chaque pays peut proposer des listes avec une tête. Une tête, c'est la personne qui va être élue. Donc, une fois qu'il a été élu, il est devenu le député. Et en député, en Parlement même, il y a aussi des groupes politiques. Maintenant, pour cette fois-ci, je crois qu'il y a 9 groupes politiques. Et après, on verra bien, parce que après la traité Lisbonne, il faut avoir au moins 25 députés qui sont venus plus de 7 pays différents pour avoir un groupe politique. D'accord. Dans ce cas-là, on verra bien après. Pour le moment, il y a 9 entre extrême gauche jusqu'à extrême droite, en passant par la gauche traditionnelle, dont on appelle SC2, socialiste et démocratique, et aussi la droite traditionnelle, on appelle PPE, c'est Parti populaire européen, c'est la droite classique, quoi. Enfin, aussi, il y a aussi les Verts, les écologistes, les libéraux, etc. Vous voyez, c'est quand même très différent. Oui, oui. Mais en fait, le problème est que est-ce que toutes les élections sont organisées en même temps? C'est-à-dire, est-ce que les bureaux de vote sont ouverts en même temps ou bien l'un Pas tout à fait en même temps, mais entre le 23 aujourd'hui et le 26. Donc le dernier vote, ce sera le 26. Au 27, normalement, on va avoir les résultats.
Et cela est organisé en fonction de différents pays. Voilà, comme c'est quand même 28 pays différents, c'est grand. Et aussi, il y a quand même les gens qui participent à l'élection sont très différents aussi. Comme c'est 28 pays, c'est pas un seul pays. Donc les lois sont différentes. Oui. Par exemple, il y a des pays qui, les lois obligent que les gens qui ont le droit d'avoir le vote à l'âge de 18 ans. Oui. Mais pour un certain pays, c'est seulement 16 ans ou 17 ans. D'accord. Et donc, par ailleurs, c'est obligé, on est obligé d'aller voter dans certains pays aussi. Théoriquement, oui, c'est obligé, mais pratiquement, beaucoup de monde ne vote pas. Alors, à propos de ce problème, le Parlement dispose de pouvoirs importants et les élections ne se déroulent qu'une seule fois tous les 5 ans. Néanmoins, la participation des Européens n'a fait que reculer depuis le premier vote de 1979, où elle avait atteint 62%. Elle est passée sous le seuil des 50% en 1999 et seulement 42,6% en 2014, le plus mauvais score enregistré lors d'un scrutin européen. Comme vous avez évoqué, l'intérêt a diminué ces dernières années pour la participation. Alors, comment interprétez-vous cette baisse de la participation? Alors, cette baisse de la participation pour les élections, c'est partout pareil pour les pays occidentaux. Non seulement pour cette élection européenne, mais aussi pour les élections nationaux, en France, en Allemagne, et même aux États-Unis, pareil partout. Surtout pour l'Europe, surtout pour cette fois-ci, c'est encore pire. Je crois que c'est encore pire. Peut-être des torts. Il y a des raisons? La raison, c'est que, je crois les citoyens s'intéressent de moins en moins à la politique. Ils s'intéressent surtout de leur sécurité, de leur vie. Maintenant, vous savez bien, la crise en Europe, c'est la crise des immigrants. La crise financière est bien terminée, mais la crise des immigration qui vient d'être arrivée. Et aussi, il y a aussi la crise de Brexit. C'est ça qui liait aussi la vie des citoyens. Donc, la politique en général, pour eux, c'est loin. Surtout, ils disent que, c'est pas vrai d'ailleurs, ils disent que tout ce qu'ils disent à Bruxelles, etc., ça ne concerne pas. Mais en fait, c'est pas vrai. D'après les sondages, 70% des lois que les citoyens européens pratiquent maintenant sont passées par Bruxelles, pas passées par leurs pays eux-mêmes. Seulement un tiers, c'est leurs lois nationales. 2 tiers sont les lois européennes. Mais ils ne se rendent pas compte. D'accord. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi le problème de l'organisation. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça, l'organisation? C'est compliqué, c'est difficile. C'est compliqué, c'est difficile, mais le gouvernement ne prend pas l'engagement pour obliger les gens à aller voter. Vous voyez, en Belgique, ils ont pratiqué une loi, c'est que ceux qui n'ont pas à aller voter, vous payez. 125 €, quelque chose comme ça. C'est pas cher, mais c'est quand même 125 €. Qui a pratiqué pendant, qui pratique toujours, c'est pas pratiqué pour tout le monde, c'est un peu dit ressort, si on peut dire, mais c'est praticable. Dans ce cas-là, il y a une fois, je crois, en Belgique, le pourcentage des participations des votes sont à 83, quelque chose comme ça, 83%. C'est quand même très élevé. Oui. Voilà. Et donc, en fait, tout d'abord, on a perdu de plus en plus l'intérêt pour la politique, et puis, en fait, c'est l'organisation. Ouais. Mais quand même, le résultat des élections au Parlement européen affecte aussi la politique dans chaque pays, n'est-ce pas? C'est pas oui, tout à fait... Le problème, c'est que les citoyens ne se rendent pas compte. Ils pensent que tout ce que décide à Bruxelles, ça ne concerne pas du tout. Mais en fait, c'est pas vrai, comme j'ai dit tout à l'heure. Leur vie quotidienne concerne beaucoup la vie politique à Bruxelles. Alors, le Brexit a été reporté à fin octobre et ce que Theresa May présente comme un nouvel accord sur le Brexit sera à nouveau soumis aux députés début juin. Comment voyez-vous l'avenir du Brexit en pleine impasse aujourd'hui, bien sûr, et son impact sur l'Union européenne globalement? Alors, en gros, je pense que Cameron, l'ancien Premier ministre britannique, a fait une erreur. C'était en 2016, je crois, en juin 2016. Il a lancé ces référendums. Référendum, c'est toujours très dangereux, parce que les sondages, les analyses avant, souvent, on a tort. Souvent, on se trompe, quoi. Et surtout pour le Brexit, je pense qu'il a fait vraiment une erreur. Il a regretté, d'ailleurs. Maintenant, je pense qu'on n'a pas de choix.
hein, sauf que le gouvernement britannique actuel qui anticipe l'élection législative en Grande-Bretagne. Dans ce cas-là, peut-être les travailleurs qui ont la chance d'être au pouvoir, mais ça m'étonnerait quand même. Donc, si on continue comme ça, normalement, le Brexit va réaliser no deal peut-être, ou avec un accord, c'est possible aussi, on verra bien d'ici quelques mois. Mais en tout cas, je pense que le Brexit va réaliser. Mais pensez-vous qu'il y aura un autre référendum? C'est possible parce que Theresa May a déjà lancé un nouvel accord dont il y a la possibilité, il y a une proposition à propos d'un nouveau référendum. C'est une proposition, mais ça m'étonne quand même. En tout cas, ça va décider par le gouvernement. Je ne vois pas l'intérêt des gouvernements britanniques actuels qui lancent à nouveau un référendum, qui n'ont pas d'intérêt. Alors, si le nouvel accord sera encore une fois soumis aux députés début juin, c'est-à-dire ce sont les nouveaux députés. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y aura d'autres possibles résultats dans le cadre du Parlement européen? Voilà. Alors là, c'est plus compliqué. Franchement, c'est plus compliqué. Déjà, pour le gouvernement britannique, après si j'ai bien compris, après leur proposition début juin, Madame May va quitter le pouvoir. Normalement, ça va remplacer par quelqu'un d'autre. Probablement Johnson, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien maire à Londres. Et lui, il est pour le Brexit. Oui, n'est-ce pas? Et après, pour le Parlement européen, c'est encore plus compliqué. Si le Parlement européen, les députés britanniques élus, une fois que le Brexit est réalisé, les places occupées par la Britannique, 73, soit c'est une partie supprimée, une autre partie redistribuée par les pays qui restent. Donc, si j'ai bien compris, c'était en juin 2018, ils ont fait un accord. Il y aura la France qui va en profiter, donc qui va en profiter 5 places de plus. Il y a l'Espagne qui va en profiter 5 places de plus. Il y a l'Italie et Pays-Bas, chacun peut profiter 3. Il y a l'Irlande qui peut profiter 2. Et il y a encore 9 pays de plus qui peuvent profiter chacun une place. Donc en tout, ça fait 27 places de plus. Enfin, 27 places redistribuées. Mais il y a quand même 46 supprimées. D'accord. Le Royaume-Uni élit cette fois-ci 73 députés européens dans une assemblée qui en compte au total 751. Comme vous avez dit, une fois que le Royaume-Uni aura quitté l'UE, l'hémicycle ne comptera plus que 705 députés. Alors est-ce que cela change la donne au sein de l'Union européenne? Alors, le nombre d'eurodéputés sont décidés par par les traités, surtout la traité Lisbonne. Donc, on dit pas plus que 750 députés, plus un président. Donc, peu importe combien de pays vous avez, combien de pays membres, maintenant c'est 28, un jour peut-être 38, mais vous avez toujours 751, pas plus. Donc, là, après, c'est un accord, c'est une négociation. Vous savez bien, négociation, c'est vraiment l'avantage des Européens, surtout pour l'Union européenne. Une fois qu'on a un problème, on négocie. Voilà, toujours en négociation. Voilà, on trouve un accord. Là, c'est vraiment un bon exemple. Donc, cette fois-ci, au lieu de 751, on aura 705. Voilà, 46 supprimés. Mais ces 46 supprimés, on va les retrouver après peut-être. Un autre accord, peut-être, c'est pas bénéficié par un autre pays qui ont légèrement moins présenté par leurs citoyens. Peut-être de futurs pays membres aussi. Voilà, peut-être, voilà, tout à fait. D'accord. L'UE est confrontée aujourd'hui à de nombreux défis, dont l'euroscepticisme, les anti-immigrations, le nationalisme et le populisme aussi. Alors, quel est le défi le plus préoccupant et le plus imminent d'après vous? On peut remonter un peu sur l'histoire. Vous savez bien que l'Union européenne, qui a commencé en 1952, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Voilà. En 1952, ils ont organisé la communauté pour le charbon et l'acier. Et après, 5 ans après, avec la traité de Rome, c'est devenu Communauté économique européenne, CE. Et après, petit à petit, ils sont devenus l'Union européenne jusqu'à aujourd'hui. Pendant 70 ans, ils ont quand même eu beaucoup de crises. Il y avait beaucoup de problèmes. Pas seulement aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui. Voilà. Les trois derniers, c'est la crise financière qui a commencé en octobre 2009.
Et après, c'est la crise des immigrants. Des immigrants qui durent même aujourd'hui. Qui n'est pas encore tout à fait terminée. Pas encore terminé. Et Brexit, qui n'est pas encore terminé non plus. Voilà. Mais chaque fois qu'on a des crises, une fois qu'on a terminé, on fait des grands progrès. Par exemple, pour la crise financière, c'est pas tout à fait terminé, mais presque. On se rappelle encore les pays PIGS. Voilà, les PIGS, c'est quoi? C'est les Portugal, I, c'est Italie, Irlande, J, c'est Grèce, S, c'est Espagne. Les cinq pays qui trouvent pas les dettes, qui trouvent pas les crédits sur le marché. Et maintenant, tout le monde peut trouver le crédit sur le marché. C'est-à-dire, chaque pays, quand on vend leur dossier de titre, on peut trouver les acheteurs. Donc, c'est-à-dire, pour moi, pratiquement, la crise financière est déjà terminée. Oui. Avec cette crise, vous savez bien qu'est-ce qui s'est passé. L'union de systèmes financiers, des systèmes bancaires en Europe est beaucoup plus renforcée par rapport à avant. D'accord. C'est un grand progrès. Et pour vous, les défis représentent aussi des opportunités? Voilà, tout à fait. Comme on dit en chinois, la crise qui a aussi, c'est aussi dangereux, mais c'est aussi une opportunité. Donc maintenant, vous me demandez qu'est-ce que le plus grand défi. Pour moi, le plus grand défi, c'est l'Europe lui-même. Si on peut construire une Union européenne avec leur façon, avec leur rythme, politiquement, par exemple, économiquement, on a quand même très bien fait. Voilà, pour la zone euro, c'est un bon exemple. On a parlé de la crise financière, etc. C'est un bon exemple aussi. Maintenant, le problème, c'est politique, pour la défense et pour la diplomatie. Je pense bien que d'ici quelques ans, l'Europe va renforcer très bien politiquement leur unification. Et dans ce cas-là, on peut dire que le plus grand défi pour l'Europe même, c'est le futur. C'est la future, tout à fait. D'accord. Et est-ce que je peux dire que, en fait, vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir de l'Europe? Je suis optimiste parce que je crois bien que quand on a un problème, les Européens ont trouvé une façon à régler le problème, c'est une négociation. C'est ça qui est très important. Oui. Vous savez bien pourquoi on a créé l'Union européenne. Parce que pendant 2000 ans, il y avait toujours des guerres en Europe. Il y a des millions de morts. Et depuis 70 ans, pas du tout de guerre. Et pourquoi? Parce qu'on a bien compris que si on continue à avoir des guerres, la seule perte, c'est nous-mêmes. Donc ils ont bien compris que financièrement, économiquement, il faut être ensemble. Politiquement, on est en train de devenir une voie, mais ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais c'est possible. Donc, un pays européen, peu importe si c'est la Grande-Bretagne, ou la France, ou l'Allemagne, tout seul, c'est pas un grand pays. Enfin, il n'y a pas de grand pays dans le monde. Il y a les États-Unis, qui est le numéro 1, qui est très puissant. Il y a la Chine, qui est le plus peuplé. Il y a l'Inde, il y a le Brésil, etc. Mais devant ces pays comme ça, un petit pays en Europe, même l'Allemagne, même la France, même la Grande-Bretagne, sont quand même pas très importants. On est bien d'accord. Donc, peut-être, comme une politique française m'a dit, la France est aussi un grand pays, mais seulement on s'en bat compte. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir participé à notre discussion.